Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Jérôme Blanchet-Gravel qui vient de publier un livre, tout simplement. Le Québec, il te le brasse, puis pas rien qu'un peu dans ce livre-là. On discute de ça dans Yann et Frank. Ben oui, Jérôme, bienvenue. Bon retour dans Yann et Frank. On avait tenté de se parler il y a quelques semaines en direct du Mexique, mais bon, comme les gens l'avaient vu, il y avait des petits problèmes de connexion. C'était plus difficile qu'à partir de Québec où tu es maintenant revenu. Donc, le bouquin 12 propositions pour un Québec vivant que les gens peuvent se procurer aux éditions Libère. Donc, c'est dans les librairies là, du Québec. Là, je pense que si vous allez au Renaud-Bré, vous allez trouver ça aux librairies Pantoute, ceux qui sont à Québec. Bref, dans vos librairies, mais sur le site Internet de Libère, je pense que ça va être disponible également sur Amazon. Donc, tu publies ça. En fait, c'est pas ton premier livre avec Claude Simard. Hein. Vous avez c'est ton collaborateur de longue date. Peut-être nous parler de ça avant de rentrer dans les détails du livre. Oui, effectivement. Avec Claude d'abord, c'est un professeur retraité de l'Université Laval. À la base, c'est un linguiste. Donc, c'est quelqu'un qui était professeur en sciences d'éducation, qui a été doyen d'ailleurs aussi quelques années de la faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. Et c'est quelqu'un qui, à la retraite, s'est intéressé davantage aux enjeux d'actualité. J'ai commencé à écrire avec lui d'abord, sur des thématiques comme le multiculturalisme, la question décoloniale, l'islamisme, l'écologisme radical. Et est arrivée la fameuse pandémie. Et là, on a commencé à réfléchir plus sérieusement sur l'état du Québec, parce qu'on en parle aussi. Le livre ne porte pas sur la pandémie, mais ça a été un moment révélateur de l'état de la société québécoise. Et là, avec Claude, on a écrit d'abord un premier texte dans la presse qui s'appelait « Le déclin de l'Empire québécois ». Ça avait beaucoup jasé. On a publié un texte dans l'Action nationale. Et on a publié chez Libère aussi, un très bon éditeur québécois, le collectif Crise sanitaire et régime sanitariste. Donc ça, c'est un ouvrage collectif donc, dans lequel une douzaine d'auteurs se sont exprimés avec différents angles sur justement la gestion de la pandémie, ce qu'on appelle le sanitarisme, donc l'idéologie sanitaire, qui est devenue, durant la pandémie, pratiquement une religion politique. Et donc, on s'est dit, là, il faut comme synthétiser là, toute notre pensée, c'est-à-dire il faut la structurer. Elle était déjà, évidemment, en partie structurée, mais c'est ça, de condenser ce qu'on pensait du Québec, en gros, dans un ouvrage. Et on a voulu faire un court ouvrage aussi pour des fins, justement, de vulgarisation, etc., pour pas non plus effrayer le lecteur avec une grosse brique. Donc, c'est voulu le format petit, c'est-à-dire c'est un livre de 135 pages qui se lit assez vite. Et donc, c'est ça, la démarche, c'est celle-là. Donc, pour ceux qui voudraient comprendre, là, c'est ça, pourquoi on a fait ça. C'est aussi pour répondre. On a beaucoup dit dans les dernières années que je critiquais beaucoup. C'est vrai, je critique beaucoup pour Québec. Critiquer, c'est chialer. Une belle mentalité paysanne. Ah, t'es vraiment un chialeux incroyable, sérieux. Et là, j'ai dit, là, on va proposer. Donc, pour ceux qui répètent que Blanchet-Gravel, il ne fait que critiquer, là, on propose. Donc, ce sont 12 critiques, justement, suivies de 12 propositions. Donc, oui, il y a un caractère un peu programmatique. Et oui, on offre des pistes de solutions pour... Écoute, c'est un énorme chantier, mais régénérer le Québec. Et si les Québécois veulent survivre comme peuple, le message aussi, c'est de dire qu'ils ne peuvent plus se fier uniquement sur le gouvernement. Soyons honnêtes, Jérôme. Les gens qui critiquent nos travaux, tous chacun de notre côté, en disant qu'on est rien qu'une gang de chialeux puis on chiale tout le temps, c'est pas réellement des gens qui suivent ce qu'on fait pour vrai. Parce que des propositions, on n'en fait rien qu'en masse. Non plus, non. C'est pour vrai, là, c'est vraiment facile. Oui, le contenu viral qu'on produit, quand tu t'en vas sur X, tu t'en vas sur Facebook, tu es extrêmement cinglant. Parce que c'est le but d'une publication Facebook ou X, c'est d'être cinglant, d'être viral, d'être courte, d'être punché. Et je veux dire, quand on te donne le temps de t'expliquer dans une entrevue d'une heure, t'es pas juste cinglant. Là. Oui, tu as des punchlines qui sont assez tough. Oui, tu as des critiques sévères envers notre société, mais tu as aussi des propositions de solutions. Mais tes détracteurs ne l'écoutent pas, ça. Non, c'est ça, effectivement. Il y a un regard très réducteur sur ce qu'on fait. Puis, évidemment, moi, j'ai plusieurs champs d'intérêt là,
J'expliquais ça à Rémi Villemur qui m'a invité à son podcast un peu après vous. Et je lui disais, c'est ça, il y a le personnage médiatique, mais aussi l'intellectuel, puis même l'ex-universitaire. On peut dire, tu sais, j'ai étudié longtemps à l'université. Donc, non, on n'est pas seulement dans la critique acerbe, loin de là. Et c'est aux gens aussi de faire de nous découvrir comme il faut. C'est-à-dire, nos travaux sont quand même sur Internet, etc. Puis s'ils veulent aller au-delà de X, ils peuvent acheter nos livres aussi. C'est ça que j'allais dire. Un livre, ça se lit aussi. Là, ça serait bien que les gens, de temps en temps, s'y mettent avant de critiquer tout le monde. Là. Puis en plus, ce qui est intéressant avec ce petit livre-là, puis je vais rentrer dans les différentes thématiques, c'est que tu as raison de dire c'est une synthèse. Moi qui ai lu plusieurs de tes bouquins, le livre, dans la manière dont il aborde plusieurs sujets, donc il y a des références constantes à des thématiques que tu as déjà traitées, mais dans cette perspective globale-là. Donc, il y a un passage sur l'écologisme où tu renvoies à ton livre Le Retour du bon sauvage, les premiers chapitres qui parlent un petit peu justement de l'héritage néfaste de la pandémie. Ça renvoie au collectif que vous avez fait. Plusieurs de tes observations, les gens ont pu lire un ton similaire ou même des réflexions semblables dans Un Québécois à Mexico. Là. Donc, c'est un livre qui renvoie à plusieurs de tes autres livres. Comme tu dis, c'est une synthèse. Et aussi, il est nappé de grands enjeux. Parce que un des thèmes je vais commencer un peu dans le désordre, là, mais le chapitre 7, en fait, la 7e proposition pour un Québec vivant qui s'appelle « Un journalisme futile et conformiste ». Et bien pensé, oui. C'est ça, et dans lequel tu parles beaucoup de justement le fait que le Québec est vraiment dans des faits divers, des anecdotes. Tu nous rappelles toutes sortes de choses qu'on avait oubliées, mais c'est l'intérêt d'un livre, je pense, c'est de collecter des choses à ne pas oublier, justement, des vieilles histoires je t'en parlais justement en privé, de ces éducatrices de CPE qui mettaient des sacs de poubelle dans les fenêtres des enfants pour les empêcher de mourir par l'éclipse solaire, des histoires pendant qu'il y avait une guerre qui se déclenchait en Europe, on parlait d'un dindon à Louisville. Donc, toute cette médiocrité-là et des grands enjeux, on la retrouve là, dans ce bouquin-là. On les retrouve dans ce bouquin-là. Oh oui, c'est incroyable. Puis ça, on n'en démarre pas. C'est-à-dire, j'en reviens encore du Mexique. Ça fait 2 semaines. Là. Mais écoutez, l'emprise du quotidien des faits divers au Québec, c'est incroyable. Et ça me frappe que les gens, tu sais, des fois, ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre en disant ça, mais écoutez, sortez un petit peu quand même mentalement du Québec, vous allez voir que c'est vrai, c'est pas long. Là, ce ne seront pas des inventions. Et là, avec Donald Trump, il y a une sorte de... On va pas dire une prise de conscience, là, on est beaucoup plus dans l'hystérie, mais il y a une sorte... en tout cas, il y a un électrochoc quand même à ce niveau-là, parce que les Québécois ont quand même compris que... En tout cas, je ne sais pas s'ils ont compris, mais on n'est pas très loin d'avoir compris que oui, la réalité politique mondiale peut peser encore sur le destin du Québec. On n'est pas à l'abri de tout ce qui existe, mais la réaction n'est pas à la hauteur. Évidemment, ça, c'est la peur. On va en parler en tout cas tantôt. Mais oui, l'emprise des faits divers, puis c'est préoccupant intellectuellement et c'est très, très important de rehausser le niveau de journalisme en général. L'information qui circule dans les médias, dans les grands médias au Québec, n'est vraiment pas à la hauteur de ce que peut être le Québec et ça nuit au Québec. Là. On l'a vu durant la pandémie, comment une machine comme Québécois pouvait nuire au Québec à sa survie même, dans la mesure où on propage la peur, on abaisse le niveau constamment, c'est du nivellement par le bas systématique. C'est la peur, c'est médiocre, c'est de la morale, il n'y a pas d'analyse, on sort pas... on n'est pas capable de prendre un peu de hauteur sur ce qu'on est. C'est le dôme. Donc, c'est sûr que le renouveau du Québec, si c'est possible, ça va passer quand même par l'amélioration de l'information qui circule dans l'écosystème québécois. Sans ça, on est dans la marde, là. Moi, je regardais ça dans ton livre. Tu as l'air d'avoir un chapitre d'extrême droite quand même. Tu parles du déclin démographique et de la natalité. Tu veux retourner les femmes faire des bébés ou... Ouais, c'est mon côté réactionnaire. OK. Mais ça, encore là, on brise des tabous, mais tu sais, en même temps, c'est aux Québécois de décider. Nous, on n'est pas moralistes. Mais ce qu'on sait, par contre, en regard de l'histoire, c'est que le destin des peuples est beaucoup démographique. Et si les Québécois veulent survivre en tant que peuple, ils peuvent bien étendre la loi 101 au cégep, ça va avoir un effet temporaire, très temporaire, superficiel, mais on n'est pas là. Si les Québécois veulent survivre en tant que peuple,
ils doivent recommencer à faire des enfants. Et c'est tellement évident. Quelque chose de ça ne devrait pas avoir à être expliqué, disons. Ben c'est ça, c'est pas comme si on avait trouvé quelque chose d'extraordinaire, une thèse originale. Là. C'est n'importe quel nationaliste devrait savoir ça et devrait mettre ça de l'avant. Donc, c'est ça. Puis même le rapport à l'immigration, on a des thèses originales parce que d'abord, on dit qu'on pense que le niveau d'immigration est trop élevé. Les seuils d'immigration sont trop élevés au Québec. Je pense qu'honnêtement, on a dépassé la capacité d'intégration. Cela dit, bon, évidemment, ça compense la perte de natalité, mais par exemple, on va dire, pour intégrer les immigrants, les règles ne suffisent pas. Là. La francisation, c'est une chose, mais il va falloir que les immigrants ressentent que le Québec est attractif, qu'il est dynamique. Les immigrés actuellement n'ont pas le goût de venir vers nous parce qu'ils sentent qu'on est un peuple mort. Donc, tu sais, il n'y a pas d'attraction. Donc, c'est bien beau leur donner des cours de chaperonnage à travers la francisation, leur dire qu'il faut mettre les déchets dans le bac bleu, dans le bac vert, dans le bac rouge, utiliser les sacs mauves pour faire du compost à Québec, puis leur faire un peu leur éducation comme si c'était des enfants. Parce que c'est ça qu'on fait aussi en passant avec les immigrés. Ils sont infantilisés aussi par le gouvernement. On n'est pas les seuls à être infantilisés. On infantilise les immigrés qui nous regardent en voulant dire écoutez, on n'est pas innocents à ce point-là. Là, bon, on n'a pas. Se faire prendre par la main comme ça. C'est hyper paternaliste. Donc, ça aussi, là, c'est pas dit dans l'espace public, mais si on veut intégrer les immigrés, il faut que nous-mêmes, on devienne attractifs comme peuple. Là. C'est-à-dire, on ne fait plus Noël, on n'a plus de tradition, on n'a plus grand-chose à transmettre. On a cancellé Noël 2 ans de suite. Ensuite, ça a été le risque des intoxications alimentaires en raison de la dinde laissée sur le comptoir pendant 2 jours. Donc, c'est sûr que non, mais en plus, j'en sais quelque chose. Tu parlais aussi beaucoup d'éco-anxiété qui était liée à la forme de voir la famille là, également. Là. Oui, puis le safe space, évidemment, psychologique, pourquoi voir son oncle peut déclencher une crise de panique chez un bon nombre de nos concitoyens, c'est quand même impressionnant. Donc, tu sais, on sort quand même des sentiers battus, beaucoup dans le fond, là, avec ce livre-là. En tout cas, on pense, les gens peuvent, évidemment, le liront et en feront leur propre lecture, mais... Moi, je dirais, Jérôme, que ce qui est vraiment à contre-courant dans votre livre, c'est pas tant les thématiques qui sont abordées, mais c'est plutôt les voies de sortie que vous abordez, dans le sens que il y a plein de gens qui vont faire le même type de constatation. Ils vont dire, il y a un problème. Par exemple, vous avez un chapitre sur l'école publique, puis vous parlez du fait que il y a beaucoup trop... On est en 2025, il y a encore presque la moitié de la population qui est analphabète fonctionnel, incapable de comprendre ou de lire un texte simple. Le fait que plutôt que d'éduquer les enfants à la culture, aux sciences, tout ça, on leur parle d'éco-anxiété, puis de l'idéologie du moment, puis tout ça. Et dans le fond, ce que tu dis sur chacun de ces termes-là, aussi sur la langue, comme tu le disais, c'est que la responsabilité de ce changement-là ne peut pas passer systématiquement par l'État. Et c'est le gros problème du Québec. Par exemple, le cas de la langue française que vous dites, moi je trouve ça, c'est un truc que je dis aussi depuis des années, c'est que vous avez beau mettre 52 lois 101, les renforcer, puis traduire les boutons des sécheuses en français pour faire plaisir à des nationalistes, là, la réalité, c'est que si vous ne vous efforcez pas de le parler, si vous ne prenez pas vous-même vos responsabilités, même si vous êtes dans un milieu anglophone, vous assumez que vous êtes francophone, vous parlez en français, puis vous affirmez, que vous apprenez pas à vos enfants à bien le parler, que vous incarnez pas finalement cette réalité-là. Et vous avez beau parler du déclin démographique de Montréal, si vous ne faites pas d'enfants, je veux dire, c'est un peu ça, maintenant. Je veux dire, si t'es nationaliste québécois, tu te plains du fait que les francophones sont rendus minoritaires sur l'île de Montréal. Qu'est-ce que tu attends pour faire des enfants? C'est un peu le message que tu envoies. Oui, c'est le message, très clairement. Puis c'est sur tous les points. Là. Tu parles aussi de l'obsession de la sécurité, puis que les gens courent les médecins pour se faire prescrire des antidépresseurs. L'hypocondrie, puis tout ça. L'ultramédication. Puis ce que tu dis, c'est que ça revient aussi à la responsabilité des parents et de l'entourage. À un moment donné, c'est à nous. Pour revenir à l'essentiel, la communauté, la famille, c'est ça, le sens de la famille. Ça aussi, c'est une légende qu'on entretient au Québec, comme on aurait le sens de la famille. Franchement, d'abord, on a cancellé Noël, je le rappelle, 2 années de suite, donc on ne veut plus vraiment se rassembler en famille, même à l'occasion de la dernière tradition, finalement, québécoise, Noël. Non, écoute, il y a vraiment un déclin très net. C'est plate d'avoir le rôle de méchant
C'est nous qui allons jouer ce rôle-là, mais ça prend des gens qui disent des choses. Donc, la natalité sur médication, qu'est-ce qu'on aborde aussi. Mais c'est ça, l'État, pour les règles, il y a eu une époque, je pense, où ça a fonctionné. La loi 101 a des effets très clairs, mais on n'est plus à la même époque. On est maintenant à une époque où l'État nuit plus au peuple québécois que l'inverse. Donc, puis même, je te dirais, côté de la loi 101, un Geloso dirait que les effets qu'on attribue à la loi 101 étaient présents avant même l'arrivée de la loi. Les coupes de recherche qui ont été faites qui montrent que la loi 101 est venue tout simplement concrétiser ce qui était déjà en branle au Québec. Ça se peut, c'est sûr que les Québécois se sont pris en main aussi. C'est ça qu'on dit, le nationalisme québécois, oui, est passé beaucoup par l'État, par les leviers de l'État, mais il y avait un véritable engouement collectif. Là, il y avait de la chanson, ça allait au-delà des règles et ce qu'on appelle le réglementarisme. Quand tu parlais de l'immigration, c'est un bon point aussi que du point que tu amènes dans le livre. C'est que ce que tu dis, c'est que les Québécois, en fait, ont délégué dans la tête des citoyens, là, tout le monde, ils nous écoute, à l'intégration des immigrants, on assume que c'est le rôle de l'État de faire ça. Ouais. C'est à l'État d'intégrer les immigrants dans la société. Puis quand ils sont mal intégrés. Leur langue, c'est à l'État. Puis quand ils sont mal intégrés, on se dit, c'est de la faute de l'État. C'est le gouvernement qui n'est pas bon. Alors que toi, ce que tu dis, c'est, l'intégration, ça passe par les gens aussi. Connaître ses voisins, rencontrer des gens, les inviter dans des activités, les lieux de travail, aller vers l'autre. Si on est un peuple de gens qui, à partir de 8 heures le soir, puis personne sort de chez eux, écoute Netflix, puis on n'a plus d'activité sociale, on n'a plus de vie de société. Collective, c'est ça. Collective. On pourrait dire national. Écoute, la Saint-Jean aussi, c'est frappant pour un immigré. Il ne se passe rien ici. Là. Écoutez, les Québécois fêtent plus la Saint-Patrick maintenant que la Saint-Jean. Comment vous voulez vendre le projet de pays à des immigrés quand tu vois qu'il y a 3 personnes, c'est plein le soir de la Saint-Jean? C'est sérieux. C'est pas sérieux pour 2 cents, ça, là. Oui, avec des décisions débiles, genre on va faire des fêtes, mais pas de feux d'artifice parce qu'il y a un asthmatique à Sillery qui pourrait mourir. Donc, les immigrés, ils voient bien là, que ça marche pas, puis qu'on est mort. Désolé. Là. Et j'en sais quelque chose parce que ma propre femme, évidemment, est immigrée dans le sens où elle est mexicaine. Et moi, je connais, je suis en contact avec la communauté latino-américaine, tout ça, de la ville de Québec et au-delà. Donc, j'en sais quelque chose. Là. C'est réel et vraiment, les immigrés, je vous dis, sont chaperonnés de manière ridicule dans les cours de francisation et tout ça. Donc, tu sais, puis les règles, tu l'as dit tantôt, Yann F. Frank est un meilleur prof de francisation que les conneries qu'elle doit suivre avec, ça avec le gouvernement. Vertu, évidemment. Une langue, il faut quand même la structure, tout ça, il faut l'apprendre. Il y a des règles grammaticales. Mais tout ce qui est mais l'enrobage moral puis tout ça de chaperonnage, ça passe pas. Là. C'est clair que non. On passe des messages à travers ces cours-là, donc le recyclage. C'est pas ça. Attends un peu. Ce qu'ils font avec nos enfants au secondaire, ils le font avec les immigrés aussi? Oh, il leur explique, c'est du vrai chaperonnage. C'est-à-dire, vous êtes un peu des attardés qui venaient d'un pays lointain. Ici, on recycle. Ici, on ne bat pas sa femme. On leur explique des choses comme ça. Non, t'es pas sérieux. La violence conjugale, c'est vrai que faut le mentionner en particulier auprès de gens qui viennent peut-être du Moyen-Orient. Là, je pense que c'est vrai. Là. Mais c'est comme, oui, il y a vraiment un aspect très, très infantilisant à ça. Puis les règles, là, c'est le point que je veux amener, c'est que ça ne marche plus. Au moins, si ça marchait, d'abord, des règles, on n'en veut pas plus parce qu'on en a déjà assez. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez en rajouter, ça ne marche plus, les règles. Donc, multipliez-les, si vous voulez, pour protéger le fait national, le fait français, ça ne fonctionne plus. Il y a eu une époque, je pense que, là, je ne suis pas d'accord avec Geloso, il y a eu une époque où les leviers de l'État, je pense, étaient plus efficaces. Le nationalisme québécois s'est inscrit dans un contexte quand même international, c'était l'État-providence, la décolonisation, c'était un contexte. Là, on est dans un contexte où l'État doit plutôt se désengager. Il y a des époques où l'État, je pense, peut agir pour peut-être réduire certaines inégalités, mais là, on a une époque où il doit faire le contraire. Il faut désengager l'État et il faut que ce soit la société civile qui se reprenne en main. Parce que ton texte, ton livre, en fait, tu le produis pour le Québec, mais tu sais, si on ouvre les yeux un peu, tu peux élargir ça facilement à beaucoup de sociétés occidentales également. Oui, mais le Québec, c'est une caricature du déclin occidental. C'est ça. Ça, c'est une critique qu'on nous fait souvent. C'est ce que vous dites, c'est pas propre au Québec, c'est propre à tout l'Occident. Ça, je l'entends souvent. Mais d'entrée de jeu, dans l'introduction, on dit oui, c'est vrai que plusieurs
Puis là, c'est vrai que c'est intéressant. Un Français peut lire le livre puis va dire, ah oui, ça peut s'appliquer, la surmédication, les antidépresseurs, le Ritalin. Évidemment, il y a un problème de natalité aussi en France, malgré tout. Puis bon, le journalisme a un peu décliné en France, mais bon, moi, ça me fait toujours rire quand un Français dit que... Mais il faut y aller quand même en France pour voir que tu as raison, c'est pas pareil qu'au Québec. Je veux dire, moi, la dernière fois que je suis allé, je m'en vais visiter Montmartre et il y a quelqu'un qui arrive, il y a des jeunes qui arrivent, ils ouvrent ils ouvrent la porte le haillon de leur véhicule, ils sortent des caisses de bière puis ils commencent à vendre ça au noir. Les gens étaient sur le party, la brosse, direct en face du Montmartre, puis ça courait dans les escaliers, c'est des grands escaliers qui sont là en pierre, et les gens, ça buvait, ça mangeait, les gens, ils vendaient tu sais, moi, j'en revenais pas. Je disais, ça, c'est un truc au Québec qui est impossible. Au Québec, c'est mort, tu fais ça prend 5 minutes, il y a un inspecteur qui arrive pour te dire que tu dois t'en aller. Une autre fois, j'étais en Belgique, dans un parc avec ma blonde, et il y a une fille qui arrive en robe de mariée. Et elle me dit, pensez-vous être là encore longtemps parce qu'on vient se marier, nous, puis on fête ça dans le parc. Puis là, dans ma tête, en québécois, je me disais, c'est-tu légal de faire ça? Ils ont-tu un permis, tu sais? Parce qu'ici, essayez pas d'aller vous marier dans un parc à Québec avec des convives, un chapiteau. La police arrive, ils vont vous défaire ça, ils vont dire, qu'est-ce que vous faites ici? Sacrez votre camp. C'est pas permis, ce genre de truc-là. En Europe, à plein de places, malgré que c'est des endroits très sclérosés et étatistes aussi, il y a une vie sociale parce que... Il y a un peuple encore, là. Parce qu'il y a des trucs... Il y a une société civile en Europe. Il y a une société civile. Au Québec, il n'y a rien entre l'État et l'individu. Il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de religion non plus. Quand même qui peut, quoi qu'on en pense, faire contrepoids beaucoup à l'État. On l'a vu un peu durant la pandémie que, bon, souvent, c'est les personnes religieuses qui résistaient à la nouvelle religion sanitaire, finalement. Mais au Québec, tu as juste l'État autoritaire, le monstre froid, là, comme dirait Hobbes, et tu as l'individu atomisé qui écoute Netflix chez lui, etc., en pantoufles. Donc, ça ne fait pas grand-chose entre les deux, là. Donc oui, l'Europe vit beaucoup plus, la France pas pareil. Et c'est un exemple que je donne souvent, mais quand je suis allé en France, à Paris, durant le passeport vaccinal, je débarquais de Mexico et là, je m'attendais à retrouver un peu le Québec. Et non, c'était pas du tout le Québec, là. Malgré le pass vaccinal, d'abord, beaucoup de gens avaient des faux. Il y avait aussi 2 sections, c'est-à-dire, vous savez, à Paris, les terrasses, tu as comme une section dehors du restaurant. Ouais. Et là, on ne demandait pas, c'était pas considéré comme en dedans, mais le monde fume comme des cheminées, on est cordé comme des sardines. C'est la pandémie. Jamais on aurait vu ça au Normandin, à Charlebourg. Là. Non, c'est ça. Et la plupart, beaucoup de bistrots, un certain nombre en tout cas, d'abord, ils nous permettaient d'aller nous asseoir avant de nous demander le passeport vaccinal. Il y avait de la classe. Ces gens-là, c'est pas comme, vous ne pouvez pas rentrer au Walmart. Je pense qu'on ne s'est pas rendu là. C'est des services essentiels. Mais impensable au Québec. Et souvent, à la fin du repas, c'est « Ah, monsieur, j'ai oublié de vous demander votre passeport vaccinal, c'est donc dommage. Et ça, c'est la France. C'est la France qui a vécu l'occupation, qui a de résister au gouvernement et qui en a vu d'autres aussi. Nous, le Québec, on était appelé avant. Ils l'appellent l'aventrisme, la soumission incroyable. Les commis de Walmart étaient rendus des douaniers sanitaires investis d'une mission providentielle. Ça donnait du micro-pouvoir à des kidams qui, c'est ça, tout d'un coup, se sentaient valorisés puis appartenaient à quelque chose qui les dépassait. Un délire incroyable. Puis ça, il faut le dire, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute. Là. Les Québécois ont déliré durant cette période et ça se poursuit sur d'autres formes actuellement. Et ça, j'en démords pas. Écoute, moi, durant la pandémie, j'étais dans Mexico, je suis allé en France, je suis allé en Colombie aussi, bon, ça ressemble au Mexique, et je suis venu au Québec, j'ai connu le premier couvre-feu. Donc, j'ai quand même vu 4 pays, et ce qui s'est passé au Québec, ça n'a aucune commune mesure à ce que j'ai vu ailleurs. Oui, puis tu n'es pas le seul à témoigner de ça. Là. Jean-François Caron nous en parlait, il était au Kazakhstan, ils ont mis des mesures aussi, puis arrivé à l'épicerie, personne n'avait de masque, tout le monde s'en foutait. Puis tu dis que c'était quand même une dictature, là. C'est un régime autoritaire. Les gens respectaient moins les règles sanitaires dans des dictatures, des régimes autoritaires. Alors, c'est avéré, je vous le dis. C'est pas nous qui inventons ça. C'est pas une exagération, c'est pas pour faire des clics, c'est pas pour devenir populaire. Puis ça aussi, je le mentionne souvent, moi, j'avais jamais pensé traiter d'une pandémie. Moi, on traitait de questions avec Claude, justement. Multiculturalisme m'intéressait à des questions décoloniales, le déboulonnage de statuts. Je m'enlignais pour écrire là-dessus, même peut-être un livre, je l'ai abandonné parce qu'il est arrivé à la pandémie et on est passé à ça. Mais c'est ça, mes champs d'intérêt, c'était ça, plus là, la question autochtone en Amérique, la colonisation, tout ça. Et là, tu arrives une pandémie avec réellement, c'est ça, presque une dictature sanitaire. Donc, ça s'est imposé à moi, cette critique-là. Ce n'est pas, c'est pas gratuit.
Et ce n'est pas non plus ni carriériste ni opportuniste. Écoute, la dernière question que je voudrais te poser, parce qu'on ne peut pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre, puis on invite les gens à le lire, là, mais dans le livre, vous parlez de l'hypocondrie, vous parlez de l'obsession de la sécurité au Québec, vous parlez du déclin démographique, vous parlez de la famille qui est en déroute, vous parlez de l'école publique, vous parlez du journalisme, vous parlez de la faiblesse du débat public, comment l'esprit critique est quelque chose qui n'est pas assez cultivé au Québec. On a tendance à se réfugier dans une forme de conformisme, tout ça. Et là, vous apportez, à chaque fois 12 propositions, même plus que 12, là, parce qu'à chaque fois, vous amenez plusieurs pistes dans chacun des chapitres. La question que je te pose, comment concilier le propos que toi et Claude vous tenez dans ce bouquin-là avec la vision angélique qui nous est régulièrement mis de l'avant, entre autres par un monsieur comme Jean-Marc Léger avec son livre Le Code Québec, encore cette semaine, les Québécois sont heureux. Qui nous disait les Québécois, c'est un des peuples les plus heureux au monde. Pourquoi on est heureux? Parce qu'on a un gros gouvernement et qu'on paye des impôts. Oui, c'est ça. C'est drôle. Et moi, je gèle la face, man. C'est ça l'affaire, oui. Et sa vision à lui, qui est aux antipodes de la vôtre, m'apparaît complètement farfelue, mais je ne sais pas comment t'analyser. Est-ce que cette vision-là fait partie, selon toi, de ce constat-là, dans le fond, d'une forme de... Parce qu'il y a un aveuglement volontaire. Vous auriez pu rajouter un chapitre sur l'aveuglement volontaire du déclin du Québec, là, par ces gens qui, finalement, pour eux, le Québec est un paradis, rien n'a changé, tout est correct, et les Québécois sont heureux. Alors que, pour vrai, les Québécois, ils font la gueule là, dans la baie des plages. Je comprends qu'on ne la fait peut-être pas autant que les Français, là, mais si mais c'est pas pareil. je veux dire, les Québécois ne sont pas un peuple particulièrement vivant et heureux. C'est un mythe, ça. Oui, c'est un mythe, oui. De toute façon, ce palmarès-là, c'est essentiellement une publicité pour le modèle social-démocrate. Donc, chaque année, c'est la même chose sur les États sociaux-démocrates qui sortent en haut de la liste. Donc, c'est pas... puis on sait maintenant, les sciences sociales, à quel point sont instrumentalisées régulièrement, là, ou systématiquement pour faire dire ce qu'on veut, finalement. Là. Mais le décalage, oui, est incroyable. Non, les Québécois ne sont pas particulièrement heureux actuellement. C'est faux. Et la surmédication, je pense, en témoigne. Là. Si les Québécois étaient si heureux, ils ne seraient pas les plus grands consommateurs au Canada d'antidépresseurs. C'est quoi cette affaire-là? Là? Écoute, c'est incroyable comme mythe, comme légende. Le nationalisme québécois en particulier a vraiment cultivé beaucoup de mythes. D'abord, le sens de la famille. Franchement, le Québec, cette grande histoire de famille, c'est clownesque en regard des traditions familiales à l'extérieur. Mais pas besoin d'aller dans les pays dits du tiers-monde. Là, même aux États-Unis, il y a un sens communautaire plus affirmé qu'au Québec, juste en France aussi. Là. Donc, oui, ce sont des légendes, ce sont des mythes au sens... ce sont des récits sur... ce sont des récits. Hein, donc, des histoires qu'on se raconte. On se raconte une histoire qui est le Québec, qui est, oui, un Québec où les gens sont heureux, vivent en paix, ça c'est vrai. Mais non, il y a un grand, grand malaise sociétal énorme là, qu'on décortique page à page. Et c'est ça qu'on dit. Là, il faut quand même... il va falloir rompre avec ce romantisme-là, avec ce récit-là, et adhérer à la réalité. Parce que la première chose qu'il faut faire, dans le fond, pour régénérer le Québec, si encore là c'est possible, c'est de sortir du déni. Donc, déjà, le déni par rapport à la pandémie, le déni de l'état de la société. Écoutez, le taux de suicide, les pensées suicidaires chez les jeunes c'est une hausse vertigineuse depuis la pandémie. Là. Donc, puis ça, tous les articles sont évidemment disponibles sur le site des grands médias. Donc, allez voir juste les pensées suicidaires chez les jeunes depuis quelques années. Écoutez, même la semaine dernière, il y a eu un article sur les abus physiques contre les enfants en explosion. Donc, les abus physiques, là, c'est-à-dire frapper, des petits voies de fait, finalement, sur des enfants en nette augmentation. Un peuple heureux qui frappe des enfants, je ne sais pas trop, là, honnêtement. Là. Donc, puis l'aide médicale à mourir, en fait, tout est là devant nous. Ritalin, là, tu en parles beaucoup là-dedans. Vous en parlez à un moment donné dans le livre précisément, là, je ne me souviens plus de la référence, là, mais grosso modo, le Québec prescrit à ses enfants 3 fois plus de médicaments pour les troubles de déficit d'attention que la moyenne canadienne. 3 fois. Et si quelqu'un me disait c'est 10% de plus, je dirais, il y a peut-être des différences dans le diagnostic. Puis tout ça, 3 fois plus, c'est impossible. C'est impossible que ce soit les chiffres sont là.
C'est alarmant. Donc, non, on ne me fera pas à croire qu'un peuple, c'est-à-dire un peuple heureux, mais un peuple zombie. C'est-à-dire, non, c'est vraiment un énorme problème. Et PSPP, les leaders du mouvement nationaliste doivent s'attaquer à ça. Je pense que PSPP était sur le Ritalin à un moment donné. Je pense qu'il avait critiqué, je pense qu'il avait dit qu'il voulait s'attaquer à ça. J'espère qu'il va le lire. J'ai pas encore eu le temps de Je pensais lui que tu disais qu'il envoyer. était sur le Ritalin lui-même. Vous qui le connaissez, non, lui-même ne l'était pas, mais il était sur ce thème-là. À un moment donné, je pense qu'il pour... Non, lui, c'était le jeu Civilisation, Frank. C'était pas lui. Oui, c'est ça, c'est différent. Et, non, ça va très mal. Ça va très, très mal au Québec. Ça ne s'améliore pas. Mais par contre, si ça change, je vais avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Pour l'instant, on n'est vraiment pas là et on le voit avec les sondages qui portent Mark Carney comme qui montre l'appui massif. Donc là, on peut peut-être migrer vers... oui, ben justement, si on bifurque là, sur l'actualité, l'élection... Bon, je te donne une coupe de Q parce que c'est l'ouverture des marchés pendant qu'on tape. Là, il est 9h37. Fait qu'on savait que les marchés allaient le digérer très mal, ce qui s'est passé avec les tarifs qui s'appliquaient un peu partout sur la planète. Le Canada est épargné, mais le reste de la planète passe au cash. On voit le Nasdaq baisser de plus de 4 on voit le S&P 500 baisser de plus de 3 Des titres particuliers comme Nike perdent 11-12 Apple, Amazon perdent du 7 de leur côté. Au niveau des marchés internationaux, l'Europe est en baisse aussi de 2 à 3 On voit la devise américaine qui est en train de manger une volée présentement. Ça, là, je veux dire, il y a un double impact des tarifs qui s'appliquent parce que les tarifs sont payés par les Américains. Mais en plus de ça, leur devise est en train de perdre la valeur de l'ordre de 2 à 3 par rapport à l'euro, par rapport au yen, par rapport au dollar canadien également. Le dollar canadien, il naviguait autour de 1,44, puis là, il passe à 1,40. Quand même assez majeur comme mouvement. La devise américaine perd de la valeur contre la devise mexicaine présentement. Fait que là, la devise américaine mange une volée en même temps que les tarifs sont implantés. Fait que là, il y a toutes sortes d'Américains qui commencent à penser, crime, on s'en va-tu en récession avec ces conneries-là? Puis il y a des indicateurs de récession qui commencent à apparaître. Les taux obligataires 10 ans aux États-Unis sont passés de 4,4 à 4,5 à 4 donc une grosse baisse au niveau des taux obligataires. On voit le pétrole qui est en train de baisser de 7 ce matin. Donc, ça, ce que ça dit, là, c'est que les tarifs qui ont été proposés par Donald Trump hier ont pris complètement la planète financière par surprise. Les gens ne pensaient pas qu'il irait aussi loin. Il est allé beaucoup plus loin que les gens avaient anticipé. Puis là, ça brasse pour de vrai ces marchés. D'ailleurs, je félicite parce que vous avez, à Yann et Frank, vous avez conservé un regard critique envers la droite, Donald Trump, et ça nous prend ça. D'abord pour des raisons, évidemment, d'honnêteté intellectuelle, mais de crédibilité aussi. Et je pense que ça va faire la force aussi que ça va participer de la force des médias indépendants que de regarder. Non, on est beaucoup plus objectif que certains pourraient le dire. Et ça ne veut pas dire de se revirer contre la droite là, en 5 minutes. Non. Mais je pense que oui, en tout cas, moi, je trouve ça très crédible, là, l'exercice que vous faites régulièrement. Ben écoute, on a toujours été des partisans du libre-échange. Fait que c'est pas parce que vous Trump... êtes fidèle aussi à vos convictions, là. Ben, les idées sont plus importantes que les individus. Donald Trump, j'aurais voté pour lui si j'étais un Américain. Je voterais encore probablement pour lui si j'étais un Américain, si j'avais comme choix opposé Kamala Harris. Là. C'est pas parce que je suis fortement en désaccord avec une de ses propositions, qui est son approche au libre-échange, que tout le reste, c'est de la merde. Là, ce qu'on voit, par contre, c'est que les contre-pouvoirs... Le cas par cas, oui. Exactement. Puis là, les contre-pouvoirs sont en train de s'exercer. Là. Les marchés financiers sont un contre-pouvoir. Les signaux qui sont envoyés ce matin sont très forts. Les signaux sont envoyés pour dire, écoute, là, prends un break, man, ça marche pas, là, ça passe pas ton affaire. C'est une hausse de taxes. Tu sais, les Américains, chaque année, ben, en 2024, ramassaient à peu près 83-85 milliards de dollars de tarifs pour une moyenne de 2,5 La proposition d'hier fait monter ces chiffres-là aux alentours de 900 milliards de dollars. Là. Je veux dire, c'est une hausse de taxes qui est gigantesque. Fait que, tu sais, quelqu'un de droite ne peut pas être en faveur d'une hausse de taxes. De toute façon, l'opposition libre-échange, c'est une position de gauche historiquement, d'abord. Ben oui. Le monde à l'envers, ça, là. On sait bien, même les altermondialistes, là, ils étaient contre le libre-échange. Ils sont contre le libre-échange. Ben oui. Et c'est ça la gauche. Sommet des Amériques, c'était ça.
Donc, Trump a un côté gauche, là. Si ça peut être une position mexicaine, ça aurait été, en Amérique latine, contre le libre-échange, c'est évidemment une position de gauche. Là. Ça, c'est sûr. C'est la gauche économique, ça. Là. Les gens qui l'applaudissaient hier, là, parce que quand il est dans le Rose Garden, fait sa présentation, t'entends des applaudissements. C'est des gens des syndicats. C'est les syndicats qui sont présents sur place dans le Rose Garden et qui applaudissent Donald Trump. Écoute, t'es Milley, là, tu te dis, bon, là, moi, j'aime mon chum Donald Trump, il fait quoi, là? T'es Milley, là. C'est complètement... c'est carrément le péronisme, là, ça, en Argentine, là, c'est-à-dire... d'un point de vue latino-américain, c'est sûr c'est de la gauche, mais puis ça devrait être notre point de vue à nous aussi, mais nous, on est comme nos repères sont brouillés. Là. Puis il peut avoir certaines pistes de solutions intéressantes. T'sais, Israël qui arrive, qui sort immédiatement, qui dit « Hey, les tarifs que tu parles, là, abolis, ne plus. » Fait que tu sais, Donald Trump n'aura pas le choix de réagir en amenant ses propres tarifs face à Israël à 0, parce qu'il est monté quand même à 17 % Fait que tu sais, le chemin de Benjamin Netanyahu, il est tracé. C'est le bon chemin à suivre pour les États. Peu la même chose aussi. Là. Donc, on va voir là, internationalement, mais ce qui est sûr que, pour faire le parallèle avec ce que tu racontes dans le livre, c'est qu'au Québec et au Canada, on est particulièrement prêts. En fait, ici, Trump is the new COVID. Là. Pendant un temps, on a pensé que la nouvelle COVID, ce serait l'environnement. Là. Ils ont essayé fort avec les feux de forêt, en nous disant que ça allait être la fin du monde. Ça pognait pas. Ben, ça pognait pas, parce que l'année d'après, ça a été une année où il n'y a jamais eu aussi peu de feux de forêt. Ils étaient un petit peu fourrés avec leur narratif. Là. Mais regardez ce message-là. François Legault, durant la pandémie, là, il écrivait tous les samedis des espèces de romans sur son Facebook. Là, et là, il a recommencé. Et faites juste regarder le langage qui est utilisé là-dedans. Donc, évidemment, le fameux... Bonjour tout le monde. Et là, mais regardez bien ce qu'il écrit ici. Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre le Canada, mais aussi contre beaucoup d'autres pays. Il tient des propos agressifs et je sais que cela cause de l'inquiétude et de la colère. La fameuse inquiétude. Hein? Donc, la peur, les gens ont peur. Regardez bien la prochaine phrase. C'est bien normal, mais on doit transformer ça en détermination, en action. Le plus urgence, c'est de nous protéger. Ah, man. Oh boy, c'est aujourd'hui, ça? Non, il a publié ça il y a quelques jours là, sur... mais je veux dire... La protection, toujours. Mais tout est là. L'inquiétude, la peur. Ça fait référence directe au livre à Jérôme, ça. L'urgence, se protéger, protéger nos emplois, protéger nos économies. On s'est préparé, on s'est donné des moyens. Y a-t-il une cellule de crise qui a été créée? Ben là, on n'est pas loin de ça, là. On n'est pas loin de ça. Puis là, il revient avec ses niaiseries. Là. J'ai été à Air Transat, je suis un entrepreneur, je connais tout. Puis... Donc, tout est là, là. Et du côté de Carney, c'est la même recette aussi. C'est la peur. Ils ont besoin de la crise. Toute sa campagne, c'est ça. Ça m'a fait sourire quand hier, il dit la presse rapporte qu'il suspend sa campagne pour aller gérer cette crise-là. Non, c'est pas, il ne suspend pas sa campagne. C'est sa campagne. C'est sa seule stratégie de campagne, c'est de miser sur ce pseudo-état d'urgence. Oui, parce qu'hier, il suspendait la campagne, il faisait un conseil des ministres et aujourd'hui, il rencontre les premiers ministres provinciaux. Rappelons que c'est le statu quo qui a été proposé par Trump pour le Canada hier. Rappelons-le quand même. C'est ça quel cynisme, hein? C'est-à-dire un parti libéral qui finalement a intérêt à ce que le Canada mange une volée économique. Là. On est là quand même. Là. On est devant des politiciens qui prient pour que Donald Trump, finalement, affaiblisse l'économie canadienne. C'est quand même ça, pareil. Là. Donc, on pourrait dire, c'est de la stratégie. Bon, oui, c'est propre à la politique. Oui et non. Là, il y a quand même des niveaux à ne pas dépasser. Là, on est devant un parti libéral, oui, dont la seule stratégie est d'instrumentaliser une crise. Et moi, je soupçonne qu'ils veulent la provoquer. Je soupçonne même qu'ils veulent la provoquer, Jérôme, dans le sens que... Mais rendu là, ou peut-être, là, c'est tellement dans leur intérêt. Quand tu regardes le narratif de Carney, il dit carrément, on prépare la réplique, on prépare nos contre-tarifs, on prépare notre réponse. Mais là, tu réponds à quoi ce qui t'a été proposé? Le Canada a été épargné hier. Donc, mais les gens achètent ça, ils n'ont pas le détail. Et non, écoute, nous, il faut se ramener aussi, à ne pas dire au niveau des gens, là, ce serait trop prétentieux, mais les gens, eux, ont des visions très approximatives Ben oui. de la campagne, de la politique. Là, c'est-à-dire, monsieur, madame, tout le monde, ils ont des perceptions de ce qui se passe, des images qui circulent à la télé. Et pour plusieurs d'entre eux, c'est suffisant. Là. C'est très inquiétant. Écoute, honnêtement, si Carney passe,
D'abord, je pense que c'est presque la fin ou le début d'une époque où c'est un changement presque de régime. Là, on pourrait dire c'est la continuité, c'est un changement de régime dans le sens où vraiment les Canadiens vont refuser l'alternance politique comme jamais. C'est incroyable, là, c'est grave. Et je pense que c'est ça, là, on va s'enfoncer dans l'État-providence, dans les mesures de protection. Et là, le Canada risque de décliner vraiment à une vitesse folle. Et ça peut se répercuter rapidement sur le coût de la vie. Et là, vraiment, le Canada va devenir un pays vraiment, mais vraiment overrated en termes de. C'est-à-dire, ce que ça te coûte pour rester dans un pays où il pleut, où c'est plate à ce point-là, là, écoutez, moi, je ne suis pas masochiste à ce point-là. Dans 2 ans, il y a des 2,5 à Beauport qui vont coûter plus cher que les appartements à Paris-Saint-Germain. Non, t'as raison. T'as raison. Non, mais écoute, là, on est-tu à ces caves à ce point-là? Moi, quand ça va être plus cher vivre à Québec qu'à Paris, je vais aller à Paris, là, franchement. Là. Et, oui. Ben oui. Là, on est-tu calme à ce point-là? Mais non, mais c'est vraiment overrated. Le Québec, c'était déjà le Nouveau-Brunswick qui se prenait pour la Suisse, mais imagine la prochaine étape avec Carney et Legault là, qui veulent nous protéger. Là. Ouais, ça sera pas beau, là. Tu sais, Mané, la pizza à 90$ le vendredi en famille, là. Tu sais, vous êtes où, vous autres, la Genève? Tu sais, vous êtes dans Saint-Sauveur, les amis, là. Tu sais, c'est du n'importe quoi, là. Alors, les gens réalisent pas à quel point c'est overrated. Désolé, c'est pas. Non, c'est trop. Comment tu vois ça, toi, en tant que. Bon, on le sait, là, les auditeurs le savent, tu es plus nationaliste que nous, même tu es souverainiste. Comment on se sent quand on voit. Comment tu vois ça, le fait que, bon, des Québécois qui, supposément, on nous dit, là, entre autres dans les médias de québécois, là, que oui, les Québécois sont en train de renouer là, fortement avec la question nationale, avec le PQ premier dans les sondages, le Bloc est fort, et le PQ arrive un espèce de banquier anglais avec une mallette de cuir, et apparemment, il y a un beau CV. Et donc là, 20% de l'électorat du Bloc québécois, des souverainistes, du jour au lendemain, ils font des vox pop à la télé, ils vont les voir disant j'ai voté pour le Bloc toute ma vie, mais Carney, c'est lui qui nous prend pour faire Trump. Mais on est supposé bâtir un pays avec ces gens-là ou je veux dire, les nationalistes sont en train de payer le prix de leur erreur, c'est-à-dire la stratégie de la peur est en train de se retourner contre eux et contre tout le Québec. Et là, c'est plus clair que jamais. C'est ça le court message que j'ai passé hier sur mes réseaux. C'est-à-dire que alimenter la peur, c'est jamais bon. Là. Surtout si vous êtes nationaliste, parce que il faut quand même dire que les fédéralistes ont joué beaucoup sur la peur de l'apocalypse économique, il faut le dire. oui. Là. Donc, en théorie, Jacques Parizeau, sur sa tombe, c'est écrit « N'ayez pas peur ». Jacques Parizeau, sur sa pierre tombale, « N'ayez pas peur ». Okay? Ils ont écrit ça pour vrai? Oui, c'est ça qui est écrit. Donc, nourrir la peur, si vous êtes nationaliste et vous aspirez à franchir le Québec de l'Empire britannique, c'est vraiment votre pire ennemi, la peur. Et les nationalistes ont embrassé la peur durant toutes ces années de pandémie et c'est en train, c'est ça, de se retourner contre eux. Donc, écoute, quand on voit des souverainistes voter Carney et devenir plus patriotes canadiens que n'importe qui, c'est vraiment un basculement pathétique. Là. Mais ils sont là-dedans. Et le Bloc qui a refusé au moins une fois de faire tomber le gouvernement Trudeau pendant que Poilievre était fort dans les sondages et qu'il était lui-même fort dans les sondages est une erreur monumentale. Le Bloc est en train de se faire prendre à son propre jeu. Là. Ils ont soutenu il fallait que Pierre Poilievre finalement affronte Trudeau. Là. Ça aurait été très facile. Le Bloc aurait probablement eu un très bon score. Mais là, on a une chance de se ramasser avec Carney, qui est un imposteur, qui est un oligarque, qui a de nombreux squelettes dans son placard, qui a dirigé Brookfield, un géant financier hyper controversé, qui est accusé de toutes sortes de violations des droits humains en Amérique latine. C'est quand même ça. On a un article là-dessus à Libre Média sur toutes les controverses dans lesquelles est impliqué Brookfield en Amérique latine. Et donc, c'est fou raide. On est vraiment devant, écoute, on voit l'état lamentable du Québec, là, c'est-à-dire un peuple qui est mentalement lessivé, embrigadé, endoctriné, effrayé. C'est la psychose collective absolue. Et oui, je pense que les sondages légers, et je pense que, bon, c'est probablement un peu moins que 43% des gens là, qui appuient Carney, mais reste que, oui, les sondages sont en partie fabriqués, mais malheureusement, ils reflètent quand même une réalité. Et je pense que oui, il y a un appui pour vrai, sincère d'une partie des Québécois pour Carney, un gars qui ne parle pas français, etc., bon, qui est l'antithèse même du nationalisme.
Donc, oui, il y a des souverainistes critiques d'immigration qui vont voter pour un gars qui voulait 100 millions de Canadiens en 2100. C'est fou raide, là. Ben, c'est pour ça aussi que, tu sais, je comprends que des souverainistes, des nationalistes québécois, ce ne soient pas des partisans du Parti conservateur. Là, ça, je le comprends très bien. Mais la démonisation qu'ils ont fait de Poilievre dans les dernières années nous amène à un basculement du bloc vers les libéraux, alors que, tu sais, objectivement, si t'es un Québécois et t'es nationaliste, là, si t'as à choisir entre Poilievre et Carney, le choix est facile. Il y en a un qui parle français, sa conjointe parle français, ses enfants vont à l'école française, il vient au Québec proposer une plateforme pour le Québec, il s'engage à ne pas contester la loi 96-21. Il respecte... aussi, hein, il respecte l'autonomie des provinces, puis t'en as un autre qui se fout complètement du Québec, parle pas français, il en a absolument rien à foutre. Et les gens ont peur de Poilievre et veulent... Moi, je comprends pas. Je me dis, c'est probablement le chef fédéral le plus francophile d'un parti fédéraliste qu'il y a eu, là, Poilievre. Là. Il parle en français dans tous ses rallyes. Il y a beaucoup de propositions pour le Québec. Ça n'a jamais percé. Tu vois, la perception populaire n'entend pas ce que tu relèves, Frank. C'est pas que le Québécois essaie pas, là. Ben là, ils essaient. Ben là, encore eux aussi sont prisonniers de tout ce qu'ils ont alimenté. Ces grands médias-là, honnêtement, c'est des machines qui se sont complètement enrayées, emballées. On ne contrôle plus, là. Ce qu'on a fait durant la pandémie, on a créé toutes sortes d'affaires, puis là, ça part dans tous les sens. On ne contrôle plus la machine, on ne sait pas où. On est complètement désorienté, c'est confus. Et là, c'est ça, les chroniqueurs québécois, là, qui étaient les pires sanitaristes, qui sont en train de réaliser que la peur, encore une fois, était peut-être pas la meilleure stratégie parce que les Québécois sont encore là-dedans. Donc, c'est pas vrai qu'on est sorti de la COVID au Québec, là. Trump, c'est la nouvelle COVID, c'est la stratégie des libéraux. Donc, pour ceux qui disent, non, allez-vous finir par mettre ça derrière vous, allez-vous finir par arrêter de parler de ça? Ben non, on est là-dedans. On observe des dynamiques sociales qui sont héritées en partie de la COVID. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la sociologie même du Québec. Donc, mais Québécois, écoute, ils ont perdu le contrôle. Là, ils ont lancé des choses, puis c'est ça. Ça a été comment dire, ils ont créé le chaos informationnel aussi d'une certaine façon. Là. Quand je dis que c'est pas qu'ils n'essayent pas, vous voyez les deux dernières choses que j'ai mis à l'écran. Une chronique de Joseph Facal. Est-ce que vous réalisez que Carney vous prend pour un idiot? Mais c'est tardif. C'est... Regardez celui-là. Là, allons-nous laisser Trump choisir le premier ministre du Canada avec une photo de Carney? Mais c'est les conséquences de leur politique éditoriale qu'on est en train de vivre là. Je sais. C'est ça. Ça, il faut ça prend des gens pour le dire. Donc là, ils se réveillent, mais ils se réveillent. C'est mini moins une, là, les amis. Là. Québec est en psychose absolue. Là. Donc, est-ce qu'il va se réveiller avant le 28 avril? Je ne suis pas sûr. Là. Puis, non, moi, écoute, franchement, là, si Carney passe au Canada, vraiment, c'est une victoire de l'oligarchie d'abord sur la démocratie populaire. Là. Écoute, c'est pratiquement... Dans d'autres pays, on parlerait presque d'un coup d'État. En fait, je sais, au Canada, on est habitué de penser qu'on est une grande démocratie. Mais la manœuvre de Carney et du Parti libéral pour d'abord instrumentaliser la crise, arriver avec un premier ministre non élu. Si vous êtes au Pérou, vous dites que c'est un coup d'État, il y a la moitié de la population dans la rue, il y a du monde qui sont tués. C'est ça qui se passerait pour vrai, là, comprenez-vous? Mais nous, on est au Canada, c'est une grande démocratie. Voyons donc, Jérôme, t'es complotiste, toi, là. Non, mais au Canada, on est préoccupé par tout le sort. Alors, on est préoccupé par le sort de la démocratie dans tous les pays sur Terre, sauf chez nous. Ça ne dérange pas personne qu'un premier ministre non élu divulgue pas ses avoirs parce que, bon, toutes sortes de choses comme ça. Mais le monsieur qu'on va entendre, il est très symptomatique. Il illustre bien ce qui se passe actuellement dans la population. Là. Est-ce que vous le trouvez fluide dans son français? Est-ce que c'est nécessaire pour parler avec M. Trump? Bonne question. Donc, poser la question, c'est y répondre. Il se pense brillant en plus. Ouais, quand même. Donc lui, c'est ça, on lui pose la question là, dans un Vox Pop. Là. Vous allez voter pour qui? Carney. Ouais, mais vous trouvez pas que... puis je pense qu'il dit avant ça même qu'il votait pour le Bloc normalement. Là. Ah ouais, mon Dieu. Non, mais c'est incroyable. On s'est ramassé avec des souverainistes québécois qui sont devenus des patriotes canadiens. Puis, on voit leur attachement finalement à la fédération. Hein. Ils sont très attachés à ce modèle-là. Modèle social, modèle économique, on est supérieur aux Américains qui tirent du gun, tout ça. Comment tu vois ça, le Canada? Le Canada, avant l'élection de Trump, c'était un pays post-national dans lequel on pouvait tirer par terre les statuts de... ben oui, là, on voit Jean-Marc Léger, souverainiste notoire, avec une casquette écrit « Canada is not for sale » de Doug Ford. C'était pas une joke, ça? Non, c'était pas une joke.
Ben, peut-être qu'il fait ça C'est pour un troller, mais personnage, on ne sait pas trop des fois. non, c'est ça, on ne sait pas trop. Mais donc, c'est ça, le Canada est un pays post-national dans lequel on peut vandaliser et abattre des statues de ses pères fondateurs. Oui, oui. C'est un pays vérolé par le racisme systémique, nous dit-on, un pays d'apartheid, un pays de ci et de ça, un pays qui n'a aucune valeur, qui mérite d'être... On est même sur des terres non cédées, donc même notre territoire, c'était ce qu'on se faisait dire avant, notre territoire ne nous appartient pas, on l'a volé aux Autochtones, donc on est comme illégitime ici. Et là, arrive Donald Trump, arrive l'histoire du 25 de tarif. Là, maintenant, le territoire, il est très légitime, il est inviolable, il est éternel. Nous sommes des purs Canadiens, on se roule dans le sirop d'érable et on est prêt à se battre jusqu'à notre dernière goutte de sang contre les Américains. Comment tu sais, je veux dire, le nationalisme, c'est pas quelque chose qui se crée overnight, là. C'est le nationalisme, la fierté de ton pays, ça vient d'une tradition, ça vient d'une culture. Il n'y a pas de pays qui passe de détestation de soi à l'amour de soi en 24 heures. Là. Mais effectivement, on peut penser que ça ne durera pas. En fait, que c'est un sentiment qui est surfait, qui est encore une fois une sorte de construction médiatique d'un patriotisme soudain. Parce que non, non, puis c'est la fausse représentation. Là. Ils ne sont pas sincères, en fait. Le Carney, est-ce qu'une fois au gouvernement, il va vraiment continuer avec un plan de nationalisme canadien alors que son parti est profondément gangréné par le wokisme? Là, je pense qu'il y a beaucoup de fausses représentations. C'est une arnaque. On ouvre un produit. C'est pas ça qui va être... quand on va ouvrir la boîte, ça va être autre chose là, de ce que tu as commandé. Là. Ben oui. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, je pense que ce nationalisme-là est très, évidemment, temporaire. Puis non, le Canada, écoute, on voit que c'est malléable aussi. Tu sais, je sais pas. Écoute, il y a quelque chose dans... C'est clownesque dans la mesure où c'est le virage aussi souverainiste des mondialistes. Là, tout d'un coup, c'est bon... on est comme pour l'abolition des frontières et là, c'est des mondialistes comme Carney qui seraient des souverainistes, là, qui défendent la souveraineté du Canada alors qu'ils ont passé 10 ans à déconstruire cette souveraineté. Donc, évidemment, c'est incroyablement contradictoire, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est une construction qui est trop soudaine, comme tu le soulèves, pour avoir vraiment une durée de vie, là, puis un impact concret. Là. Il n'y a pas de... Il y a un mélange des genres qui est impressionnant présentement. Oui, c'est ça que je dis, la confusion. Mais ce ne sera pas aussi vite. Carney qui a aboli là, temporairement le ministère d'égalité de la condition féminine et des droits des trans. Là, je ne sais plus c'est quoi le nouveau nom. Et tu vois, est-ce que vraiment les libéraux, c'est sûr qu'ils vont rétablir ça. Ça m'étonnerait beaucoup que... Parce que c'est vraiment étonnant ce qu'il a fait. Là. On est vraiment dans l'arnaque pure. Là. Carney qui arrive fait quasiment du Trump ou du Millet. Bon, il fusionne, il abolit carrément des ministères là, au début. Là. C'est encore le cas. Là. Il a aboli le ministère de la condition féminine, Carney. Là. Ben, je pense qu'il a comme... En fait, il a comme pas nommé tout le monde. Je pense que c'est plus ça. Oui, c'est plus ça. Je pense que les gens qui travaillent là sont encore là. C'est pas du Millet non plus. Mais quand même, ça a été reproché. Il y a des féministes trans qui ont dit, ben Carney... il ne peut pas ça doit faire partie de notre cabinet. Donc, évidemment, à l'interne aussi, il va y avoir des dissensions parce que reste que Carney qui se présente comme un conservateur, puis encore là, évidemment, c'est un faux conservateur, un vrai opportuniste, ben c'est un peu comme un GND. Il est quand même, avec lui, ce sont quand même des woke radicaux encore au Parti libéral. Là, donc, sa conjointe. Ben, oui, puis on sait qu'il y a une fille qui a changé de nom carrément. Ben, c'était Sacha, c'était Sophia, elle est devenue Sacha. Là, les gens disent laisse sa famille de côté. Bon, c'est quand même d'intérêt public de savoir que Mark Carney a un enfant qui a changé de nom. Là. Donc, on peut penser que son milieu personnel et familial influence quand même sa vision du monde. Elle n'a pas 12 ans, là, cette personne-là. Puis sa femme, en 2000... Des articles à publier, des articles tout à fait publics. Bon, donc, oui, c'est une adulte qui a publié des choses très publiques. Il y a un engagement, un militantisme public. Donc, en 2012, sa femme est carrément dans Occupy Wall Street, alors que le gars est à la tête d'une banque centrale. Ça aussi, imagine quand même là, que la gauche appuie un banquier, le profil type du mondialiste, l'idéal type, là, c'est l'idéal type du mondialiste banquier, l'over class, en jet privé, tout ça. Donc, on se ramasse encore une fois qu'une gauche plus que caviar, là, qui est complètement... écoute, c'est l'écartèlement idéologique total du Parti libéral. Là. La madame se lamentait dans les journaux britanniques
que 7 000 $ par semaine, c'était pas assez pour se loger. À Londres. Tu sais, Oui, 7 000 par semaine. Donc, mais est-ce qu'on relève ça? Écoute, j'ai le pas nom, vu le ça nulle réveil part est dans les tardif. médias canadiens. Il faut Québécois, etc., qu'on commence à faire des enquêtes dignes de ce nom. Ils ont fait quasiment un article complotiste, d'ailleurs, là, entre guillemets, du Avec moins selon leur Bilderberg. perception, pour montrer les réseaux autour de M. Carney. Donc, Québécois était tout d'un coup complotiste, imaginez-vous. Ben oui. Écoute, Jérôme, en terminant, qu'est-ce qu'on suit du côté de Libre Média? Donc là, il y a eu la publication du livre. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu Ouais, mais ça, c'est personnel, évidemment. étais allé au podcast de Villemur, j'imagine, pour en parler. Mais spécifiquement à Libre Média, qu'est-ce qu'on suit là, dans les... Il y a beaucoup de choses. On a évidemment des articles sur la campagne comme telle. Encore une fois, beaucoup d'articles qu'on ne lirait pas ailleurs. On a un très bon article, tu vois, hier, Trump, nouvel alibi des libéraux pour gouverner par la peur. L'article du professeur Daniel Lemire, professeur d'informatique. Donc, il y a beaucoup d'articles, c'est ça. Écoutez, des réflexions que jamais vous pourriez voir dans les médias traditionnels. Donc, on suit beaucoup de choses. On suit beaucoup de choses et vraiment tout le volet actualité internationale. Le Libre Podcast continue. On a beaucoup de caricatures de Flegg. Flegg, c'est toujours, écoute, c'est viral à chaque fois. Le gars se dépasse, performe beaucoup actuellement. Donc, on a augmenté nettement le nombre de caricatures publiées ces temps-ci durant la campagne est très élevé. Des entrevues, écoute, avec des experts, l'Ukraine aussi, qu'on suit. Anne-Laure Bonnell était au Liban récemment. Mais ça parle beaucoup, moi, je trouve, que tu es Flegg sur ton média parce que dans un monde normal, là, Flegg est employé dans un média traditionnel de grande envergure. Là. Nous, on est content de l'avoir, mais oui. Non, ça, mais c'est pas péjoratif envers les médias, ce que je dis là. Mais vous comprenez dans quel monde on vit? Là? Flegg, il publie dans les médias indépendants. Là. Ce gars-là a un talent incroyable. En tout cas, prenez-les comme vous voulez, là, mais moi, je trouve que c'est anormal. Puis, je suis super content qu'il soit chez Libre Média. Puis, c'est pas péjoratif envers Libre Média. Non, je comprends comment tu dis. Moi, je trouve ça le fun qu'il soit là, puis je veux qu'il reste là, puis je trouve ça vraiment bien ce qu'il fait. Mais ce gars-là est tellement talentueux. Je veux dire, il devrait avoir un reach gigantesque. Là. Mais, tu sais, Y, là, il a déjà été de notre côté de la clôture. Là. Il a déjà été dans les médias traditionnels, Flegg. Hein? Il a même passé par le Devoir, tout ça. Oui, exact. Soleil aussi, je pense. Mais il était devenu un peu dissident et... Il s'en venait de dissident. Puis, à un moment donné, Y, il est rentré dans le moule. Là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que ta place dans les médias n'est pas proportionnelle à ton talent ou ton originalité, mais est proportionnelle à ta soumission idéologique. Mais tu sais, on le voit en ce moment. As-tu pensé comment faire ça à un caricaturiste? C'est absurde. Ben oui. Moi, c'est... Tu sais, parce que les gars comme nous autres, les chroniqueurs d'opinion, les affaires de même, tu disais, OK, il y a une ligne éditoriale à suivre, peu importe, mais je veux dire, le caricaturiste, c'est le summum de la créativité. Là. Lui, tu dis, garde, carte blanche, buddy, fais ce que tu veux. Vas-y avec les coups de gueule que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre une ligne éditoriale. Quand les caricaturistes sont... touché par la censure, ça en dit beaucoup quand même sur l'état de la liberté d'expression. Oh, oui, ça en dit beaucoup. Écoute, donc on renvoie les gens au Libre Média, donc libre-média.com, le Libre Podcast, évidemment, avec Francis Denis, et ton bouquin 12 propositions pour un Québec vivant aux éditions Libère. Merci, Jérôme. Merci à vous. On se reparle bientôt. Yes, merci.